Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet qui nous touche absolument tous. Comment une idée arrive, ou pas, à capter notre attention? Et pour ça, on a déterré une pépite. Ah oui, une vraie pépite. Un livre culte de 1966 qui est d'une actualité assez folle, Breakthrough Advertising d'Eugene Schwartz. C'est une sorte de légende dans certains milieux, ce livre. Mais c'est ça qui est dingue. On pense que c'est un truc de publicitaire. Mais non. Des financiers, des inventeurs, des gens qui n'ont rien à voir avec la pub l'ont utilisé pour monter des business incroyables. Ce qui prouve que ces principes vont bien au-delà de la vente, en fait. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est d'aller chercher l'essence de ce truc pour comprendre comment, en 2025, on peut faire passer un message, une idée, et surtout, être entendu dans tout le bruit ambiant. Et pour piger Schwartz, il faut commencer par son idée la plus fondamentale, celle qui change tout. Il dit le job d'un communicant, ce n'est surtout pas de créer un désir. C'est impossible. Alors attends, ça, c'est déjà complètement contre-intuitif. On a tous l'image de la pub qui nous crée des besoins, qui nous fait vouloir des choses qu'on ignorait il y a 5 minutes. C'est l'illusion parfaite. Pour Schwartz, c'est une perte de temps et d'argent colossale. Il voit le désir de masse, être en bonne santé, être plus riche, plus beau, respecté comme une force de la nature. C'est un fleuve immense qui coule déjà. On ne peut pas créer le fleuve. Jamais. On ne peut pas inverser son courant. Tout ce qu'on peut faire, c'est construire un canal, une petite déviation pour capter une partie de cette énergie et la diriger envers notre produit. C'est tout. Il prend la vague qui est déjà là. Et tout le reste découle de ça. Tout le reste. D'accord. Bon, donc, pas de lutte contre le courant, on surfe la vague. Et cette vague, il l'appelle le désir de masse. L'idée, c'est que ce désir est là, partagé par des millions de gens bien avant notre arrivée. Et il donne des exemples spectaculaires de ceux qui ont essayé de nager à contre-courant. Comme Chrysler en 1948. Oui, cas d'école. Après la guerre, l'Amérique veut du statut. Les gens veulent des voitures qui crient gérées aussi, c'est-à-dire plus longues, plus basses, plus larges. C'est ça le désir ambiant. Et Chrysler, ils arrivent avec quoi? Avec une voiture super bien pensée, très logique, plus spacieuse à l'intérieur, donc géniale pour les familles, mais plus courte à l'extérieur. Ils ont misé sur la raison, la fonction. Le résultat, on s'en doute. Un bide monumental. La campagne pub était créative, mais elle vendait de la logique à un marché qui aurait l'émotion. Et il y a aussi l'histoire de Ford, quelques années après. Exactement, le marché est obsédé par les chevaux, la puissance. C'est la course à l'armement sous le capot. Et Ford décide d'investir des millions dans une campagne. Sur la sécurité. Oups. Le mur. Indifférence totale. Ils ont dû faire une marche arrière spectaculaire l'année d'après en sortant les moteurs les plus puissants de leur histoire. Donc la leçon, c'est tape. Même avec des millions, si tu te trompes de désir, t'es mort. La première étape, c'est donc d'être un détective. Un détective des désirs humains. Voilà. Et comment on mesure la puissance d'un désir? Pouf, il y a une méthode. Oui, il propose une grille d'analyse assez simple, en 3 dimensions. La première, c'est l'urgence, l'intensité. Une douleur d'arthrite qui vous lance jour et nuit, c'est un désir de soulagement bien plus fort qu'un petit mal de tête. D'accord, l'urgence. Ensuite, la permanence. La faim, c'est un désir qui revient tous les jours, quoi qu'il arrive. Une envie soudaine de cuisine gastronomique, un peu moins. Et la troisième, j'imagine, c'est le nombre de gens qui ressentent ça. Précisément, la portée. Combien de millions de personnes partagent cette frustration ou cet espoir bloui? Le jackpot, c'est un désir qui est intense, permanent et partagé par le plus grand nombre. Et c'est le choix de ce désir qui va dicter l'accroche, le titre. C'est l'acte le plus important de tout le processus. D'accord, donc on a trouvé notre vague, notre désir, mais on ne peut pas parler de la même manière à tout le monde. Quelqu'un qui connaît déjà le produit et quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Le message doit s'adapter, non? Et c'est là qu'on touche au deuxième concept génial de Schwartz, les 5 niveaux de conscience du marché. C'est une idée brillante de simplicité. Il dit qu'il faut calibrer son message en fonction de ce que la personne en face sait déjà. Ça semble logique, dit comme ça. On commence par le plus simple, le niveau 1. Le marché est le plus conscient. Le client connaît ton produit, il sait ce qu'il fait, il le veut. Mais il n'a pas encore acheté. Voilà, exactement, pour une raison ou une autre. Là, pas besoin de poésie. L'accroche, c'est le nom du produit et un prix. C'est tout. L'exemple du livre, appareil photo, Revire Zoomar. Autrefois 149,50 $, maintenant seulement 119,95 $. Direct. Efficace. La promo classique, quoi. Et le niveau 2? Au niveau 2, le client connaît le produit, mais il n'est pas encore convaincu. Il hésite. Il faut donc renforcer le désir,
prouver la supériorité du produit. Et c'est là qu'on trouve les plus grands chefs-d'œuvre. Comme la fameuse accroche pour Rolls-Royce. À 60 miles à l'heure, le bruit le plus fort dans cette voiture est celui de l'horloge électrique. Ça ne vend pas de la technique, ça vend la perfection absolue. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un exemple incroyable. On passe au niveau 3. Le niveau 3, c'est plus subtil. Là, le prospect sent bien qu'il a un désir, il veut quelque chose, mais il ne sait même pas qu'une solution comme la tienne existe. L'accroche doit donc cristalliser ce désir un peu flou. Et l'exemple parfait, c'est le titre du livre de Dale Carnegie. Comment se faire des amis et influencer les gens. Ah oui, excellent. Le désir d'être apprécié, d'avoir de l'influence, il est universel, mais personne ne se lève le matin en se disant ⁇ Il me faut un livre pour ça ⁇ Le titre nomme le désir et présente le livre comme la solution. Exactement. Ou une autre de l'époque. Qui d'autre veut un linge plus blanc, sans effort? Ça nomme le désir et ça promet la facilité. D'accord. Ensuite, le niveau 4. Là, la personne sait qu'elle a un problème, mais elle n'a pas fait le lien avec la solution qu'on peut lui apporter. C'est ça. C'est ça, le besoin est là, mais il n'est pas encore formulé comme un désir pour une solution précise. L'accroche doit donc être presque crue, très directe. Elle nomme le problème et la solution. L'exemple du livre est très parlant. Réduit les hémorroïdes sans chirurgie. C'est brutal. Brutal. Mais pour la personne qui souffre en silence, c'est un message d'espoir incroyable. Ça crée un pont direct entre sa douleur et une solution concrète. Attends, la différence entre le niveau 3 et le 4 est quand même subtile. Dans les deux cas, la personne a un problème, non? Très bonne question. La nuance est dans la conscience de la solution. Au niveau 3, comment se faire des amis? La personne désire un résultat, être populaire, mais elle n'imagine même pas qu'une catégorie de solutions, comme un livre, existe pour ça. D'accord. Au niveau 4, réduit les hémorroïdes, la personne connaît son problème, elle sait qu'il y a des solutions, comme la chirurgie par exemple, mais elle ne sait pas que ton type de solution, une crème, une pilule, existe. C'est une petite nuance, mais elle change toute l'approche. Ok, c'est plus clair. Et on arrive au cas désespéré? Le niveau 5, le marché qui ignore tout, qui ne sait même pas qu'il a un problème. On fait quoi? On laisse tomber? Non, on devient un artiste. C'est le niveau le plus créatif. Ici, tu ne peux parler ni du produit, ni du désir, ni de la fonction dans le titre. C'est impossible. L'accroche doit agir comme un aimant, en faisant écho à une émotion cachée, une frustration, une identité. On ne vend rien directement, on crée une identification. C'est ça. Et l'exemple classique, celui qu'on cite tout le temps, c'est la pub pour les cours de piano. Ils ont ri quand je me suis assis au piano, mais quand j'ai commencé à jouer, Un chef-d'œuvre. c'est un chef-d'œuvre de niveau 5. Ça ne vend pas des leçons de musique, ça vend un triomphe social. Ça puise dans ce désir universel de prouver sa valeur, de clouer le bec aux sceptiques. C'est une mini-histoire. Et c'est seulement après avoir ferré le lecteur avec cette histoire de revanche qu'on lui présente bien plus loin la solution. Donc on capte l'attention de gens qui n'auraient jamais, au grand jamais, cliqué sur Apprenez le piano facilement. Jamais. C'est une porte dérobée pour entrer dans leur cerveau. Schwartz donne un autre exemple fascinant pour un substitut de café. Ça ne se vendait pas, alors au lieu de parler de santé ou de goût, l'accroche est devenue «Pourquoi les hommes craquent?». Ah, malin. L'annonce parlait du stress de la vie moderne, de l'épuisement, et seulement après, introduisait le produit comme une petite aide. Ça exploitait une peur bien plus profonde que le simple choix d'une boisson. C'est vraiment puissant. On a donc le désir et le niveau de conscience. On dirait qu'on a déjà une bonne grille de lecture. Mais j'imagine qu'il manque un élément. La concurrence. Bien sûr. Que se passe-t-il quand tout le monde essaye de surfer sur la même vague? Et voilà la troisième et dernière couche d'analyse de Schwartz, le niveau de sophistication du marché. La question est simple, combien de pubs similaires la personne a-t-elle déjà vues? Et la réponse, encore une fois, change toute la stratégie. D'accord. Alors allons-y. Niveau 1 de sophistication. Niveau 1. T'es le premier sur le marché. Personne n'a jamais fait cette promesse. La stratégie, simple et directe. Tu mets la promesse en gros dans le titre. La nouveauté suffit. Facile. Mais ça ne dure pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe niveau 2? La concurrence débarque. Et évidemment, elle copie ta promesse. Tu promets de perdre 5 kilos, eux aussi. La seule solution, dit Schwartz, c'est d'amplifier, de pousser la promesse plus loin. La surenchère. Exactement. Il donne un exemple assez marrant du monde du jardinage. Une première annonce à succès disait « Cueillez 25, 50, 100 roses de cette seule plante ». Pas mal déjà. Un concurrent a répliqué avec « 600 chrysanthèmes d'un seul buisson ».
Et ça a fini par une annonce quasi absurde. Qui a jamais entendu parler de 17 000 fleurs d'une seule plante? C'est une course à l'armement, ça me fait penser aux pubs pour les jeux sur mobile aujourd'hui, c'est exactement ça. Atteignez le niveau 999 en 3 secondes. Mais à un moment, les gens n'y croient plus, j'imagine. Voilà. Le marché devient sceptique. On entre au niveau 3. Les promesses énormes ne suffisent plus. Et là, il y a un changement majeur. On arrête de se focaliser sur ce que le produit fait pour expliquer comment il le fait. C'est l'arrivée du mécanisme. Ah, donc quand tout le monde promet la Lune, le seul moyen de se démarquer, c'est d'expliquer la fusée. C'est ça le mécanisme? C'est exactement ça. Prenons la perte de poids. La promesse «j'ai perdu 30 kilos» est usée jusqu'à la corde. Au niveau 3, l'accroche devient «évacuer la graisse hors de votre corps». Ah oui, on ne met plus en avant le résultat, mais le processus. Le processus unique, le comment. La promesse est toujours là, bien sûr, mais elle passe dans le corps du texte. C'est le mécanisme qui fait la une. Logique. Et bien sûr, au niveau 4, tout le monde copie le mécanisme. Bien. On rajoute des couches au comment. Et là, on arrive au scénario catastrophe, le niveau 5. Le marché est épuisé. Il a tout vu, tout entendu. Les promesses, les promesses amplifiées, les mécanismes amplifiés. Il ne croit plus en rien. C'est la fin. C'est le moment où la pub arrête de parler du produit et ne parle plus que de la personne qui l'utilise. On passe de la promesse ou du mécanisme à l'identification. L'homme Marlboro. L'exemple le plus célèbre de l'histoire. Après des années de guerre des filtres, Marlboro a tout balayé. Fini le blabla technique. Ils ont juste montré des cobayes, des pilotes, des hommes virils et indépendants. Le message n'était plus «notre cigarette est meilleure», mais «si tu fumes notre cigarette, tu seras comme lui». C'est fou, c'est exactement ce que font les grandes marques aujourd'hui. Nike ne vend pas des semelles, ils vendent Just Do It. Apple ne vend pas de la RAM, ils vendent Think Different. C'est du pur niveau 5. Et parfois, le coup de génie, c'est de boucler la boucle. Après des années de guerre des filtres, la marque Winston a tout cassé avec un slogan qui revenait au désir de base, mais formulé pour un marché cynique. C'était quoi ça? Winston a bon goût, comme une cigarette devrait avoir. C'était un retour à la source, au plaisir simple. C'était une façon de s'identifier à une forme d'authenticité perdue. Et parfois, ce niveau 5 te mène ouvrir un marché qui n'existait pas avant. Absolument. Un des plus beaux exemples date de 1926. À l'époque, une femme respectable ne fumait pas en public. C'était tabou. Et une pub pour les cigarettes Chesterfield a montré un couple, la nuit. L'homme allume une cigarette, la femme le regarde et lui dit, et c'est toute l'accroche, «Soufflez-en un peu par ici». Blow some my way. C'était audacieux, romantique, un peu transgressif. Ça ne parlait pas du goût du tabac, ça a créé une scène d'identification sociale qui a dynamité un tabou et ouvert un marché de millions de consommatrices. C'est incroyable de voir comment tout ça s'emboîte. En fait, avant même d'écrire une ligne, c'est comme faire un diagnostic. Étape 1, quel est le désir profond? Étape 2, que sait déjà mon interlocuteur? Et étape 3, à quel point est-il fatigué de ce qu'il a déjà entendu? Tu as parfaitement résumé. C'est une méthode de diagnostic avant d'être une méthode d'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour nous aujourd'hui? Que l'efficacité de n'importe quel message, que ce soit une pub, un email à son chef, une présentation, ça ne dépend pas tant de la créativité brute que de la qualité du diagnostic en amont. Tout à fait. À qui je parle vraiment? Qu'est-ce qu'il ou elle désire au fond? Qu'est-ce qu'il ou elle sait déjà? Et de quoi cette personne en a marre d'entendre parler? C'est la leçon centrale. Et pour finir, il faut se rappeler un truc. Ce livre date de 1966. Il parle de pub dans les journaux, mais ses principes de conscience et de sophistication sont peut-être 1000 fois plus pertinents aujourd'hui. On est tous à marcher à nous seuls, bombardés de messages en permanence. Ce qui nous rend incroyablement sophistiqués et cyniques. Exactement. Alors, les questions qu'on pourrait se poser, ce n'est pas juste comment vendre plus de trucs. Mais plutôt. Plutôt, Mhm. si on appliquait cette grille non pas à un produit, mais à une idée importante qu'on veut partager. Que ce soit pour défendre un projet au travail ou même dans une conversation difficile avec un proche. Comment est-ce que ça changerait notre manière de communiquer pour enfin être vraiment entendu?